Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous savoir encore nombreux à prendre le rendez-vous de ce programme matinal sur la télévision nationale et sur BB24. Bienvenue à vous, Jennifer. On est encore là. Oui, on est encore là, nous sommes encore au rendez-vous pour toujours accompagner nos chers téléspectateurs dans la bonne ambiance, comme d'habitude, dans la bonne humeur et dans la rigolade, et tout en abordant une thématique pour le moins intéressante, parce que c'est une thématique qui aborde un peu la question des hommages à titre posthume. On se demande si parfois ça ne frise pas l'hypocrisie. Oui, c'est vrai, on a été habitué à ces éloges que l'on prononce, à ces messages d'encensement lorsque quelqu'un décède. Parfois, beaucoup se surprennent que l'on dise tellement du bien de la personne alors que durant son existence terrestre, la personne n'a fait que briller dans le mauvais sens, mais subitement le jour de son inhumation, eh bien, on entend les plus beaux discours qui soient, eh bien, on se pose la question finalement, quel est le sens de ces hommages à titre posthume que l'on fait aux défunts? C'est bien sûr la question, est-ce que c'est de l'hypocrisie ou bien ce sont des propos pour l'accompagner vers sa dernière demeure? Eh bien, on se le demande. Oui, on se le demande et nos invités vont répondre tout à l'heure à la question, et ils sont d'ailleurs très habilités à répondre et à nous apporter ce qu'il faut savoir. Mais avant tout cela, nous aurions eu le temps de rire, nous aurions également eu le temps de danser rock. Absolument, et nous vous installons, mesdames et messieurs, avec les merveilles du Bénin. Nous étions dans les collines de Dassa. Vous avez pu voir justement, vous avez aimé? J'ai beaucoup aimé. D'ici, on voit la verdure, on s'imagine tout au sommet des collines. Et c'est un très beau spectacle qu'on voit en tout cas. Ça donne envie d'y aller, se relaxer, etc. Et vous savez, je vous imagine au-dessus de ces collines. Je ne sais pas si j'aurai le courage d'y aller, mais bon, pourquoi pas. Certainement que j'essaierai et je verrai. Ah oui, il faut l'essayer parce que nous avons vu des gens qui vont jusque là-haut. Vous voyez de haut perché la ville, comment elle se présente, et puis ça offre une très beau spectacle, très belle image tout simplement. Et déjà, même à l'entrée de la ville, vous voyez les montagnes qui se présentent à vous, un peu comme pour vous dire bonne bienvenue. Arrivée. Ah oui, c'était Dassa. Vous avez pu voir ces collines, donc, mesdames et messieurs. Alors, c'est le moment aussi de vous distraire un peu. Si vous avez des soucis, vous vous êtes levé ce beau matin, non, oubliez les soucis. Nous allons rire un peu, c'est l'instant humour. Instant humour aujourd'hui, Jennifer, vous nous proposez quoi ou qui déjà? Nous allons suivre ensemble un gag, le gag de Tranquillin, qui est un humoriste, et en tout cas, on va suivre ensemble et découvrir ce qu'il nous propose. Salut les gars! Passe! Les gars! Non, ce que moi j'aime chez toi, c'est quand tu te présentes toujours avec des déesses. Tu vas faire comment? Des femmes qui sont magnifiques. Elle est foutue la voir comme ça. Oui. Elle est née dans un salon de beauté. C'est pour ça qu'elle est belle! Seigneur Jésus. Attends, mais les brillantés qui sont ici là, c'est lorsqu'il y a coupé. Quand il y a coupé dans son quartier comme ça, elle ferme les yeux comme ça éclaire. Ça éclaire le quartier! Non mais mon gars, tu as de Elle l'inspiration. s'appelle Éclaira. Éclaire! Oh, Oh! les amis, ça. Oh! Faut éclairer la famille. Ouais, parce que Ma vie même, elle éclaire déjà. elle éclaire déjà ça. Alors je ne paie plus facture d'électricité à la Ah maison. ouais? Non, tu vas voir femme comme ça. Quand il y a coupé comme ça, je la mets au salon comme ça. Voilà. Et la lumière là. On peut capter où est TB sur elle. Ouais, c'est petit, même dorsel. Non les amis, voilà madame. Hein. Donc c'est madame. C'est elle. Tu es l'unique. Tu vas faire Tu es comment? magnifique. Ça c'est mes frères. Hein. Oui, c'est la famille. C'est madame ça. Il n'y a pas de problème. Vous êtes beaux madame, ensemble. Ils sont beaux, non? Ils sont très beaux. Ok, d'accord. Donc, les bros,
Ça fait ça, hein? Oui. La famille. Oh là là. Allez, enchanté, hein? Oh, il est toujours inspiré, le garçon là. La femme que tu viens de me présenter, elle est déjà avec garçon. Hein. Ce n'est pas grave, laisse-la, Jojo, laisse-la partir. Non, arrête, faut te taire. Je vais faire ton affaire. Ton problème, c'est mon problème. C'est en famille, on règle les choses. Jojo ne fait rien, je viens là-bas, moi, mais laisse-la partir, Jojo. Faut te taire. J'aime pas quand tu fais les choses comme ça. C'est que tu n'as pas confiance en moi. Je vais te gérer ça le temps que tu viennes. Oh. Ah. Non, c'est pas. Attends, dans le quartier là, toi c'est les femmes d'autrui tu vas chercher. Toi personne ici. Laissez comment? Tu me touches pour moi. Ça c'est la femme de mon ami. Comment tu oses? Regarde, tu ne t'habilles même pas bien. Tu es moche, tu es vilain, rien comme ça. Et toi tu le laisses, hein? Tu viens le voir et tu laisses moi mon ami. C'est comme ça que vous êtes ici? Ah, tu te mets encore sur lui? Moi j'insulte encore, je l'insulte. Je l'insulte, tu ne vois pour qui? À partir de dorénavant. On t'a présenté homme de ta vie et on t'a accepté dans la famille et tu oses sauter avec ce vaurien là. Regarde, il ressemble à quoi? Un filet, tu t'approches encore? Un filet garçon comme ça? Mais lâche-le! Tu te lâches qui? Monsieur, c'est la femme d'autrui. À partir de dorénavant, ne vous approchez plus jamais d'elle. Et j'ai parlé. Et je vais faire votre affaire dans ce quartier là. C'est parce que vous êtes grand seulement. N'oubliez pas que nous sommes les puissants. Hein. Oh, j'ai dit que je fais ton affaire. Donc, tu es encore là. Va là-bas. Je prends la casquette, je mets ça par terre. Je mets ça par terre. Qui est malade? C'est ton chéri. Ton chéri est là-bas, il n'est pas ici. Oh. Hein? Oui, allô? Je te dis que je règle ton affaire, non? Un imbécile comme... Le gars avec qui tu as vu la fille là, c'est son vrai mari, ça, hein? Moi, je suis juste son petit pompier. Tu as dit quoi? Et le gars, il est dans la main, c'est un militaire, un colonel haut grade. Jean, Il a fait la guerre au Vietnam. C'est de ça là? C'est de ça là, tu m'as dit? Jojo, cette fois-ci, c'est ton tour. Dieu te torture. Grand frère, il faut le torturer. C'est de ça là, tu m'as dit? Chef, non. Chef, c'est souvent quand je ne mange pas, je suis stressé. C'est une chose comme ça qui m'arrive. Chef, pardon. On va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Toi, tu vas te taire. Non, chef, je peux me coucher. Hein. Chef, je peux me coucher. Je suis là. Attendez. Je vais laver. Je vais tout laver. Chef, je vais tout laver. Pardon. Ouais. Chef. Ferme ta gueule, s'il te plaît. Ferme-la. Ouais, Gérard. Bon, tu me prépares une équipe là en intervention. Il y a un petit con là qui sait pas qui je suis. Soyez équipés. Oui. Hey, tranquille. Tu vas voir. Peuple fait ça, mon ami. Et oui, voilà, malheureusement pour Jojo, le comédien, hein, il pensait défendre son ami, son frère. Malheureusement, son frère ne lui a pas dit la vérité. Et voilà, malheureusement, lui, il est tombé dedans et il va en faire les frais. Mais bon, lui aussi, il a un peu exagéré. Oui, il fallait être patient et puis savoir aussi sans attaquer parce que tu ne sais pas qui la personne est, tu l'attaques comme ça. Même si tel était le cas, est-ce qu'il fallait brutaliser aussi le monsieur? Bon, il a cherché, hein, et il va falloir assumer. Hein. Et le monsieur, il était déjà, mais lui-même, déjà que le monsieur est resté tranquille, il devait se poser des questions. Il devrait se poser des questions plutôt que de continuer avec zèle. Ben voilà, il en fera les frais. Il y a certains qui se comportent comme ça. Hein. Ils défendent tellement ce qui ne leur appartient pas. Et puis, non, il faut avoir de la modération en toutes choses. Hein. Il aurait pu le faire autrement, mais bon, voilà, il s'est jeté dans la gueule du loup. Mais ça va lui apprendre, hein, la prochaine fois, c'est sûr qu'il sera beaucoup plus patient et être plus tolérant. Et vous avez vu la réaction de la femme aussi? Oui. Allez, merci beaucoup à Jojo et puis Tranquillin, hein, des humoristes béninois qui font la fierté de notre
pays. Alors, c'est le moment de passer au clip du jour. Jennifer, c'est vous qui avez l'habitude de nous choisir les clips et aujourd'hui, vous nous avez choisi un artiste que vous aimez super bien. Oui. Je le sais, c'est Wilf Enigma. Wilf Enigma, vous Dans avez... le titre Awame. Awame. Justement, c'est le titre que nous allons découvrir dans le clip du jour. Oui, nous vous disions, le clip c'est Awame, il est de Wilf Enigma, vous le connaissez, hein? C'est un clip que vous aimez et nous vous le dédions ce beau matin pour votre plaisir. Awame. Only good vibes. Me no feature na bombi, me de buma susu na sinu mi. Oh, bongo do nyuma momedeme. And I will for no be cogre. No de buma ka sorting away. Yeah, I vive on simi level a woman. Nous e vous gang better là. Jésus e no molo dome. Nous e vous gang better là. A clue no e no molo dome. Nous e vous gang better là. Jésus e no molo dome. Nous e vous gang better là. A clue no e no molo dome. Un colera wama. Un colera wama. Wama wama. Un colera wama. A clue no colera for me cheat. Un colera wama. Colera wama, 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 colera wama. A clue no colera for me cheat. Colera wama, colera wama, 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 colera wama. A clue no colera for me cheat. Colera wama, colera wama, wama, colera wama. A clue no colera for me cheat. Hey, agmante ba fibi kafa. Eso son da simba nuki koa. On lève au propre. Je n'ai plus peur, oui, je suis dans le propre. Edouard Dirinto, Boss Richard Jovi, Time T, Dream Music, jeunesse et valeurs. Oh, quel beau message à travers ce beau clip de Wilf Enigma, Koledo Awame. Ah oui, c'est ça, hein? Oui, c'est exactement ça. Il est rassuré, il est dans les mains de son créateur, dans les bras de son créateur et il n'a pas peur en fait. C'est ça, c'est ce que cela veut dire tout simplement. Être dans Awame, c'est que bon, on est dans les bras de, oui, justement, comme Jennifer peut se mettre dans les bras de son chéri, voilà. Comme Rock aussi peut se mettre dans les bras de madame. Il est dans les bras de son créateur et puis il est tout confiant. Et c'est ce qu'il vous demande de faire. Aller dans les bras de votre créateur, il vous protégera tout simplement. Alors nous disons merci à Wilf Enigma pour ce beau message ainsi que cette belle exhortation. Alors nous allons parler des hommages à titre posthume. Nous le disions en introduction de cette émission. Est-ce que les hommages à titre posthume sont justes, hein, de l'hypocrisie? Pourquoi les fait-on? Eh bien, on en parle. Oui, nous avons souvent été habitués à cette pratique. Généralement, lors des funérailles, on voit des gens, des parents, des amis venir se mettre devant le cercueil, la dépouille du défunt, justement, pour
prononcer de belles paroles. Est-ce que ces paroles sont toujours sincères, Jennifer? On se pose la question et nos invités vont y répondre, nous l'avions déjà dit. Et nous recevons sur ce plateau Monsieur Jacques de Souyovo, bonjour. Vous êtes là en tant qu'observateur de la vie sociale et vous avez certainement des choses à nous dire sur le sujet. Oui. Donc en face de vous, nous avons un spiritualiste, Maître Amoussa Raimi, qu'on ne présente plus. Bonjour à vous. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Bonjour. Mon frère également. Et merci d'avoir également accepté notre invitation. C'est un devoir. D'accord. Au plateau, au téléphone plutôt, Rock, nous recevrons un sociologue, Monsieur Aimé Tchefa. Absolument, Aimé Tchefa. Je vais voir s'il est déjà en ligne. Oui, bien sûr. D'accord. Nous allons voir s'il est en ligne. Non, c'est pas ça. Il sera en ligne tout à l'heure. Il va nous donner une explication sociologique de ce phénomène. Pourquoi on le fait? Est-ce que cela a des portées anthropologiques, sociologiques également? Ne pas le faire, est-ce que cela expose à des critiques sociales? Eh bien, on en parlera avec lui. Déjà, Monsieur Jacques de Souyovo, vous observez avec nous que lors des enterrements, il y a souvent ces discours élogieux que l'on prononce, alors que parfois on se méconnaît à travers ce que l'on entend. Est-ce que vous pensez que c'est juste une formalité qu'on vient remplir pour accompagner le défunt? Même si c'est une formalité, oui. À mon avis, je pense que c'est une formalité normale. Parce que la mort est le seul élément devant lequel nous tous nous inclinons. Et par conséquent, ce que la personne a eu à faire dans lors de son existence, à sa mort, c'est tout comme si c'est fini. C'est tout comme si nous n'avons plus de raison à lui en vouloir. Et voilà un côté. De l'autre, nous sommes devant toute une panoplie de personnes. Celui qui vit, celui qui a vécu sur la terre, n'est pas forcément noir. Il a eu ses côtés positifs et négatifs. Si, d'une part, avec la cohabitation que j'ai eue avec la personne, elle m'a présenté que des côtés négatifs, mais il n'est pas forcément dit que de l'autre côté, il a fait également avec d'autres, surtout avec sa famille. Donc, quand on vient lors de l'enterrement pour parler de la personne, on est obligé de parler du bien. Parce que la mort, on doit la respecter. Même si de son vivant, on est fâché contre lui, on a des trucs à lui reprocher. Mais devant la mort, c'est-à-dire, il n'est plus là. D'accord. C'est au fait son âme, maintenant c'est avec son âme qu'on discute. Par conséquent, on est obligé de faire réserve de... D'accord. C'est à croire qu'on craint les représailles de l'âme, si on vous suit. L'âme étant invisible, c'est comme si vous parlez mal d'elle, elle peut agir sur votre vie, donc autant dire que du bien, même si la personne a été mauvaise. Non, pas forcément. Pas forcément. Pour son âme, bon, ce n'est pas... Ce qui est sûr, hein, nous allons en savoir davantage avec le spiritualiste sur ce plateau, M. Amoussa Raimi. Oui, quand les personnes décèdent, on se rend compte qu'ils ont fait toujours des éloges. Est-ce pour bien les accompagner? Est-ce par crainte de représailles, comme Roch l'a demandé? Merci à vous. Permettez avant toute chose que nous nous inclinons devant la mort. D'accord. Et permettez que, avec bien sûr nos autorités, nous rendons hommage déjà à notre grand mémé, Osine Soglo, et que nous soutenons avec toute l'énergie nécessaire. La famille est pleurée. Merci. Vous savez, quand vous voulez comprendre ce que vous dites, il suffit d'aller dans le calendrier Dahomey à 9 jours. Vous verrez que les 3 premiers jours, le Dahomey appelle le premier jour Medjo. Le second jour, Mekou.
Et le troisième, maison vaudou. Ok. Ah. Mais quand vous allez plus loin, le 6e jour est appelé Médoué. Et le 8e jour, Maison-Rein. Médoué, Maison-Rein. C'est pour vous dire quoi. Quand on va encore plus loin, il y a une cérémonie que nous appelons le Kakplekple. C'est-à-dire du vivant, de l'être. Il y a une sorte d'agape qui s'effectue. Du fait que et les enfants, et l'homme et ses femmes mangent ensemble. Ça crée un genre de lien grégorien. Maintenant, on va plus loin. Dahomey a instauré ce que nous appelons le Asenho. Ce sont des réalités sacrées. Et il y a aussi ce que nous appelons les objets sacrés. Et maintenant, le nom de famille qui suit chacun de nous. Vous voyez, non? Clélia a passé le nom de famille à Bianzin. Ainsi de suite. Vous-même, vous allez passer votre nom. Madame aussi va passer. À l'ORTB, aujourd'hui, on ne peut plus jamais vous oublier. C'est terminé. Vous deux. C'est fini. Votre nom est ici pour toujours. Il ne sait pas si vous soyez. Il y a ce que nous appelons les suites dans la mémoire des êtres. Ok. Mais l'autre chose, c'est quoi? Dès l'instant où l'homme meurt, il y a un temps pour que son absence, son retrait total s'opère. Ça fait que le Dahomey dit de faire attention. C'est ainsi que vous avez des interdits tels que tant qu'on n'a pas atteint ce moment, il vaut mieux éviter de circuler dans la lune noire, de siffler dans la nuit noire. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas encore fini les obsèques, les cérémonies. Les rites où on considère que maintenant il s'est retiré, il est devenu, comme on dit, mais un vaudou là. Donc ça veut dire que si on n'a pas fini justement ces rites, ça veut dire qu'il est encore menaçant. Quiconque oserait mal parler de lui pourrait en faire les frais, si je vous comprends bien. Il entend tout ce que vous dites à travers la loi quadripolaire des 4 éléments. Il entend totalement ce que vous dites, mais il ne peut plus s'exprimer comme les vivants avec la parole, mais peut s'exprimer à travers les 4 éléments. Soit un tourbillon, soit vous ne comprenez pas pourquoi, pour un ou pour un non, un cercueil peut se soulever, suivant la force spirituelle que le défunt a développée du son vivant. Oui, mais si ce qu'on lui reproche, je suppose, dans l'oraison funèbre que quelqu'un a préparée, il dit des vérités. Ce qu'il a été durant son parcours terrestre. C'est lui qui a tout le temps torpillé ses camarades. Lorsque vous allez en mission, il prend les frais de mission et puis il les bouffe et puis il vous attend au carrefour. Vous ne pouvez même pas piper mot lorsque le jour-là, tout le monde est d'accord que c'est son habitude, c'est ce qu'il fait. Mais voilà que le jour de son décès, vous dites « Ah, il a été un bon chef, un très bon exemple. » Est-ce que ce n'est pas juste pour plaire? Est-ce que l'âme qui est là, dont on craint les représailles, peut véritablement agir contre celui qui dit cette vérité? Pour comprendre ce que vous dites, il faut simplement aller dans la loi de ce que nous appelons la loi des égrégores. Vous prenez le cas dont vous parlez, par exemple à l'ORTB, où des gens, journalistes, vous savez, tout de suite, tout journaliste qui meurt sera accueilli par l'ensemble de tous les journalistes qui ont travaillé à l'ORTB. C'est une filiation, ça ne peut plus jamais disparaître. Cette filiation, quand vous allez mourir, il y aura une délégation pour vous accueillir, comme dans votre propre famille, suivant aussi les appartenances, alliances que vous avez faites de votre vivant. Si réellement dans votre cœur vous avez été négatif, vous n'avez plus de pouvoir d'action sur les vivants, comme vous le dites, ce n'est pas possible. Il y a un encadrage, on vous encadre, comme on dit, parce qu'on ne peut pas vous permettre encore à ce niveau de commencer à mal agir. Plutôt, c'est celui qui rend cet hommage hypocrite, c'est lui qui est en danger. Parce que vis-à-vis de qui? Vis-à-vis du défunt qui a été négatif. Au pire des cas, taisez-vous, mais ne cherchez pas à jouer aux hypocrites en parole. C'est vous qui dites ce qui n'est pas, c'est vous qui allez subir les conséquences. Parce qu'à ce niveau, ce que vous dites est écouté et vous serez jugé. D'accord. Mais n'est-ce pas dangereux de se mettre à dire cette vérité-là? Vous avez dit il vaut mieux se taire, mais quand on vous donne par exemple la parole et que vous avez assez de ressentiment dans le cœur, dans ce cas, quelle attitude adopter? Dire la vérité ou se taire et décliner l'offre?
c'est pas là qu'il faut dire ces genres de choses. D'accord. Vous avez eu le temps de vivre avec lui. Pourquoi ne pas trouver les moyens, comme on dit? On peut dire la vérité à tout chef d'État, mais à condition, à un chef, à un roi, à une autorité, mais à condition de savoir quand est-ce que tout homme a toujours un moment où il écoute, s'il vous plaît. C'est à chacun de nous de chercher à savoir. Mais maintenant, vous avez laissé tout ça. Et c'est maintenant qu'il meurt. Peut-être qu'il n'avait pas trouvé les moyens. Si vous n'avez pas trouvé les moyens, n'utilisez pas cette méthode. Parce que ça va se retourner contre vous du fait que vous humiliez d'autres personnes. Ce n'est plus lui l'enjeu. Vous êtes en train d'humilier sa famille. D'accord. C'est là, je voudrais en venir. Plutôt que ce soit l'âme de la personne qui fasse vengeance, c'est déjà ses parents vivants qui s'en prennent à vous. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir le courage de dire, on a vu, même si c'est une représentation théâtrale, Éléphant Mouillé qui, par exemple, a dit des vérités à un défunt. Il lui a dit qu'il n'aura jamais la paix dans l'au-delà. Est-ce qu'il peut arriver, justement, que l'on assiste à une situation du genre sans être inquiété? Je reconnais que je suis jeune, mais je n'ai jamais encore vu quelqu'un venir devant un cercueil dit du mal du défunt, même s'il a passé sa vie sur terre à faire du mal. Mais ce n'est pas le fait de le dire, de dire la vérité, ce n'est pas au fait d'avoir peur, à mon avis, de la famille ou bien d'attendre à subir les représailles de la famille. Non. Mais plutôt, vous savez, même si la personne elle est mauvaise au dehors, elle n'est pas forcément mauvaise à la maison. C'est peut-être pour préserver, c'est peut-être un pan de la vie de la personne que d'autres ne connaissent pas. Et il n'est pas souhaitable que les autres le connaissent. Parce que ça ne rend aucun service. La personne a déjà vécu. Elle est partie, c'est fini. Elle ne viendra plus faire quoi que ce soit. Comme l'a si bien dit le maître, c'est se faire soi-même du mal. Parce que elle n'est plus là pour vous faire face. Mais est-ce que quelque part ce n'est pas pédagogique si on ose franchir le Rubicon et que l'on commence à dire ces vérités à ces moments solennels, est-ce que cela ne va pas amener ceux qui ont l'habitude de se comporter mal dans la société à revoir leur comportement et à se comporter bien vis-à-vis de leurs semblables? Moi, je ne pense pas. Parce que tout le monde sait qu'on doit mourir. Ça, il n'y a rien à faire. Ça, c'est un axiome. Tout le monde sait qu'on doit mourir. Par conséquent, le dire devant tout le monde, ce n'est pas ça qui reste. C'est plutôt vous voulez vous soulever d'autres problèmes à vous-même. Parce que tout le temps, on se est en train de voir, ah, c'est ce monsieur-là, c'est cette madame-là qui a dit telle chose à tel niveau. Par conséquent, même si on a envie de vous associer pour quelque chose, on va dire, ah, attention, si vous l'associez, elle risque de dire ci, de dire ça après. On pourrait même vous soupçonner d'avoir été... Justement, voilà encore... L'hypocrisie, monsieur Amoussa Rahimi, n'est-elle pas dans un autre sens aussi, parce que parfois certaines personnes passent leur vie sur terre, sont critiquées, ne sont pas vraiment appréciées ou abandonnées, mais subitement, lorsqu'ils décèdent, on se rend compte que tout le monde les aimait, on ressort leurs plus belles prouesses, etc. Et d'où plusieurs personnes estiment que c'est quand vous décédez qu'on vous aime réellement. Bon, vous savez, c'est labyrinthique ce que vous êtes en train de poser comme problème. Quand quelqu'un meurt, la charge émotionnelle du jour-là est telle que toute parole qui sort peut se matérialiser et souvent se grave dans la mémoire des gens. D'accord. Vous permettez, nous l'appelions depuis, mais heureusement, il a pu décrocher. Maintenant, vous gardez bien les choses que vous disiez. Nous avons Dr Aimé Tchefa en ligne. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Akaïno.
Alors, vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlions des hommages à titre posthume. On se pose la question de savoir si c'est de l'hypocrisie. On constate que certaines personnes ont mal vécu durant leur existence terrestre, mais le jour de leur funérailles, on dit tellement du bien d'eux qu'on se pose 1001 questions. Quelle explication sociologique donnez-vous à cette manière de faire? Merci, M. Apenzi. D'abord, je voudrais commencer par dire que, en général, je dis bien en général, il n'est jamais tard pour rendre hommage à quelqu'un. Il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard pour rendre hommage à quelqu'un. D'accord. Et je vous expliquerai pourquoi. Rendre hommage à quelqu'un, c'est lui reconnaître un mérite. Je ne vous parle pas encore du titre posthume. D'accord. Je vous parle de reddition d'hommage tout court. Rendre hommage à quelqu'un, c'est lui reconnaître son mérite. Dans un domaine dans lequel il a exercé pendant longtemps. Il a eu le temps de convaincre l'opinion nationale et internationale. Donc, il n'y a pas d'hommage qui n'ait point de sens si vraiment cela a été rendu en toute impartialité et en toute objectivité. Alors, c'est pour vous dire, déjà à partir de là, qu'on ne rend pas hommage à n'importe qui. Et n'oublions pas ensuite qu'il y a une procédure pour rendre hommage. Il faut d'abord que vous soyez visible. Il faut qu'on vous remarque. Il faut que des gens portent votre vision, votre philosophie et déposent cela auprès d'une institution qui, après des enquêtes, reconnaissent cela comme tel, remonte, je vais dire, cette volonté ou ce projet à un niveau supérieur jusqu'à ce que les autorités en viennent à vous organiser une cérémonie de reddition d'hommage. S'il s'agit d'hommage à organiser, bien entendu, par la République. D'accord. Toutefois, des étudiants peuvent rendre hommage à leurs enseignants, à leur façon. Et nous l'avions fait pour le professeur Albert Tingbé Azalou et pour le professeur Honora Agessi. Nous, étudiants, à l'époque, j'étais déjà docteur, étudiants, bref, j'ai dit étudiants, nous qui avions pris par eux pour être là où nous sommes, que ce soit en licence, en maîtrise, en master et en doctorat, nous leur avons rendu hommage. Vous leur avez rendu de leur vivant et parce qu'ils vous ont marqué dans votre cursus universitaire, ils vous ont apporté quelque chose de bien. Peut-être que ce sont eux qui ont fait de vous ce que vous êtes devenu aujourd'hui. On peut le comprendre. Mais de l'autre côté, lorsque ce n'est pas des hommages officiels et que c'est les traditionnelles cérémonies auxquelles nous assistons, que quelqu'un surgit de nulle part pour dire il a un témoignage à faire et puis il se met à mal parler de la personne. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. En fait, on peut rendre un hommage à titre posthume dans 3 cas. Je dis bien dans 3 cas. D'accord, allez-y. Dans le premier cas de figure, très souvent c'est dans l'armée. Vous prenez des soldats qui sont morts au front et l'hommage et la nation leur rend des hommages bien mérités avant leur inhumation. Là, il ne pouvait en être autrement. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que je prends par exemple un jeune sergent mort au front et que peut-être dans leur nomenclature, c'est au grade de colonel qu'on vous rend hommage. Mais il est mort sergent. Mais tout cela va lui servir à quoi? Non, ne regardez pas ça. Oui, c'est important. Lui n'est plus là pour en jouir. Non, ne voyez pas ça comme ça. C'est-à-dire, quand on rend hommage à quelqu'un, ce qu'il peut en tirer tout de suite, c'est une satisfaction morale. Et c'est aussi simple que ça. Satisfaction morale de... Très dommage vous apporte beaucoup d'argent. Nous n'avions pas donné de l'argent à nous-mêmes. Mais ils étaient très émus parce qu'ils nous ont dû réunir, réciter leur vision, l'apporter quelque peu en nous et leur disant « Nous sommes ce que nous sommes devenus grâce à vous.
Vous voyez? Et au fond, ce qu'ils peuvent en tirer réellement, ce n'est qu'une satisfaction morale. D'accord. Quand un ministre de la République est décoré, ce n'est qu'une satisfaction morale qu'il peut retirer. Quand un prélat comme Gantine a été décoré par sa patrie, qui estime qu'il a représenté valablement le Bénin à Rome, ce n'est qu'une satisfaction morale qu'il puisse. Vous voulez qu'on lui paye comme? D'accord. Maintenant, à titre posthume, oui, c'est parce que vous pensez que celui qui est mort ne vous voit plus. Mais il nous voit. Parce qu'il est passé dans un champ qui est supérieur au champ physique. Il est dans un champ plutôt métaphysique et il voit. Là, je vous parle de théorie de croyance. Et je peux vous parler également de choses que je tire de l'étude de la thanatologie. Donc, il paraît, je voudrais rester un peu mesuré en disant qu'il paraît que de l'au-delà, il nous observe, mais malheureusement, nous ne pouvons pas les observer. Donc, la mort d'un être humain, ce n'est pas la fin de toute chose. Et n'oubliez pas aussi, il a laissé de la progéniture. Que l'on rende hommage, par exemple, à Stan Torrent, après son décès et même après son élimination, vous pensez que c'est sans incidence sur sa progéniture, sur son épouse qui est devenue béninoise par alliance et qui vit entre la France et ici, ça a forcément un sens. D'accord. Donc, rendre hommage à quelqu'un à titre posthume, cela ne signifie pas que de son vivant, on a refusé de lui reconnaître son mérite et que subitement, lorsqu'il meurt, on lui reconnaît des mérites. Non, c'est pas ça. Ça veut dire plutôt que peut-être on n'a pas eu le temps de le faire de son vivant et que sa mort nous a tous surpris et qu'en dépit de cela, on tient à le faire. Oui. Ça a aussi un sens. Ce n'est pas dénué de sens. Voilà. Je le disais tout à l'heure, on a très bien compris votre développement, mais étant donné que nul n'est parfait, il peut y avoir que certains aient excellé dans le mauvais sens durant pratiquement leur parcours terrestre. Ils se sont illustrés dans la négation, c'est comment torpiller les autres, c'est comment faire du mal aux autres. Est-ce qu'il peut arriver que lors des obsèques de quelqu'un qui s'est comporté comme ça, eh bien, qu'on lui dise la vérité dans les hommages qu'on peut lui rendre? Non, ça ne se passe pas comme ça. Dans nos cultures au Bénin, je vais dire, globalement dans la culture béninoise, oui, lorsque quelqu'un arrivait à passer de vie à trépas, on a un profond respect pour lui. Parce que n'oubliez pas aussi, la mort est une initiation. Un enfant de 2 ans qui meurt avant un vieillard de 150 ans, il est son aîné dans le divin et dans l'au-delà. Et nous tous, nous savons que nous ferons l'initiation et l'épreuve de la mort. Donc, lorsque quelqu'un meurt, minimalement, on ressent de pitié pour lui, on ressent beaucoup de respect pour lui. D'accord? Et on dit, allez présenter des condoléances à sa famille. On dit se prosterner devant la dépouille mortelle. On fait ce qui doit être fait selon les croyances, selon les religions. Et quand tout cela est fait, sa famille certainement se charge de conduire son voyage dans l'au-delà tout en restant ici. En ce moment, la conscience collective interdit fermement de dire publiquement, je souligne le mot publiquement, oui, de dire publiquement tout ce qu'il a fait de mauvais dans sa vie. D'accord, très bien. On peut le dire dans les chambres à coucher, on peut le dire sous quelques 2 ou 3 arbres, oui, mais on ne peut pas le dire publiquement à la télé, et qui plus est le jour de son inhumation ou à l'église. Ça ne se fait pas. D'accord, très bien. Vous l'avez dit, hein, ce qu'il a été de mauvais, on ne peut pas le dire publiquement, on peut le chuchoter dans sa chambre. Parfois, c'est sur le lieu des obsèques qu'on se le chuchote, mais malheureusement, on ne peut pas le dire à haute voix. Ce n'est pas de l'hypocrisie, hein. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Mais c'est un code social. D'accord. C'est-à-dire que c'est comme cela que ça fonctionne
dans notre société. Si vous voulez même, c'est un fait social. D'accord, très bien. En dehors, je suis tentée de demander, et en dehors de notre société, comme on le dit, est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est un code universel? Monsieur Raimi. Quelque part, c'est un code. Quelque part, c'est un code universel. Où la seule raison que vous voyez le monde des rêves. Comment se fait-il que quelqu'un est mort depuis 20 ans, 30 ans et vous le voyez entièrement quand vous êtes habillé, il vous parle? Cela suppose quoi? Lorsque vous humiliez pareille personne en public, vous ne savez pas, est-ce que vous avez des armes pour résister devant ce que nous appelons le monde onirique? Puisque lui, il a cette force plus que vous. Les morts ont cette facilité de déplacement dans le monde onirique plus que l'homme. Parce que le monde onirique est aussi un monde d'initiation. Et ceux qui ne maîtrisent pas ça, vous verrez qu'ils ne circulent pas bien comme de l'autre côté. Et celui qui est mort a plus cette facilité de vous apparaître, de vous faire des reproches. Alors que vous, peut-être, vous n'avez pas les armes, vous n'avez pas été assez initié pour savoir les gardes, pour comprendre avant de rentrer dans le sommeil, pour ne pas subir les contre-attaques d'un mort qui pouvait vous en vouloir du fait que vous l'avez humilié publiquement. Parce que, excusez-moi, tout ce que vous dites le jour où on enterre un mort, il a... Donc, Oui, même ce que vous ne dites pas, ce que vous dites dans votre intention, dans votre silence, ça veut dire que le mort aussi lit, il sonde vos cœurs. C'est ce que vous voulez dire aussi. Il lit, mais du fait que vous ne l'avez pas humilié publiquement, on nie sa famille, ses enfants, ses compères, vous verrez qu'il y a une différence. Parce que le monde des morts, il y a ce que nous appelons... Le jugement est plus radical que dans le monde des vivants. Parce que la hiérarchie des jugements dans le monde des morts, le Dahomey dit, par exemple, vous voyez, vous prenez une famille, le père de famille, quand il meurt, mais son propre père viendra le rencontrer. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un égrégore qui se charge de chaque mort. Et cet égrégore ne permet pas qu'il y ait la corruption là-bas. Et ça, c'est capital, s'il vous plaît. On ne joue plus au corrompu dès qu'on traverse la mort. Vous allez subir, et même vos enfants risquent de partager le kokama avec vous. C'est ainsi que vous verrez que pourquoi le Dahomey, le Béninois, se tait et ne salit pas la mémoire des morts. On sait que celui qui a été réellement mauvais, il a déjà la mémoire du sang. Son sang a enregistré ce qu'il a fait. Ses enfants vont partager ça. Donc, le Dahomey fait confiance à ça. Et vous verrez qu'avec le temps, les enfants illustrent les conséquences négatives de la vie, négatives du défunt. D'accord. Voilà. Voilà. Et monsieur, est-ce qu'on a l'impression que c'est plus par crainte lorsqu'on se rend compte le mort peut nous apparaître, il peut essayer de se venger en quelque sorte. Est-ce que ce n'est pas plus par crainte? À mon avis, il n'y a pas de crainte là, puisque quelqu'un de son vivant qui m'a fait du mal, je ne peux plus craindre que son âme ou bien sa mort revienne encore me... Mais si vous le dénigrez lors de son inhumation, par exemple, et qu'il a la possibilité de vous apparaître pour vous faire ces reproches-là. Est-ce qu'on pense à cela? Vous voyez, si on n'a pas... Parfois, on n'a pas la possibilité, lorsque la personne vous fait du mal, de le lui rendre de son vivant, séance tenante. Mais après ça, on se dit, c'est l'occasion pour moi de lui dire ce que je ressens, je ressens sur mon corps. Et je n'ai jamais eu l'occasion de... Et ça peut se faire publiquement? Mais ça dépend de chacun. Ça dépend de... Ça me rappelle ce syndicaliste assez bouillant, je ne voudrais pas citer son nom, mais qui, au décès d'un chef d'État, a dit, lui, il ne dira jamais du bien de ce chef d'État. Il est monté sur les réseaux sociaux, il a dit des insanités, des propos vraiment orduriers sur le défunt. Lui, il a pris ce courage de dire ce qu'il ressent au plus profond de lui, et c'est comme ça qu'il s'est dégagé. Voilà. C'est pour étayer ce que je disais. Donc, vous voyez, chacun, la plupart des hommes, surtout au Bénin, n'ont pas le courage de dire ce que nous pensons quand nous avons l'occasion. Donc, à telle enseigne que ceux qui le disent, ils sont un peu rares.
Vous voyez, vous l'avez gardé en mémoire, par exemple, ce syndicaliste. Oui. C'est parce qu'il fait partie des rares personnes à dire des choses comme ça. Alors que pour la plupart du temps, bon, une fois qu'il est parti, c'est fini, on oublie. On n'a plus besoin de se rappeler. Donc, ce n'est pas au fait pour avoir peur des représailles de son âme, mais non. Mais juste parce qu'on se dit, si je le dis, ça me permet de me vider. Voilà. Nous étions en train d'évoquer, M. Amoussa Rahimi, ce regain soudain d'amour lorsque quelqu'un décède, et vous étiez en train de nous expliquer pourquoi cela. D'abord, vous voyez, comme je disais, le troisième jour, quand on meurt, le Daomé dit « mais son vaudou ». Donc il y a la sacralisation du mort. Et vous verrez que quand vous allez dans les cultes, que ce soit Egungun, Oro, vous voyez dans nos cultes, on arrive même jusqu'à habiller des défunts après un temps. Supposons par exemple, excusez-moi, supposons que ce défunt a été négatif. Dans notre tradition, il y a un type de revenant qui le représente, qui ne va pas aller contre ce qu'il a été. Le Daomé est strict là-dessus. Et ça fait partie de ce que nous appelons les revenants nerveux et pagailleurs. Pour dire que son caractère négatif qui n'a pas pu corriger là, voilà ce qu'il est. Et ça va être toujours une honte permanente pour sa famille. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de corruption au Daomé par rapport à ces choses-là. C'est ça. L'idéal, c'est que l'homme de son vivant lui-même se corrige, puisque chacun de nous sait quand on parle mal de nous. Nous le savons. Pourquoi ne pas faire un travail sur soi? Parce que, excusez-moi, quand vous mourrez, vous n'avez plus vraiment, vous ne bénéficiez plus, comme on dit, du marteau et comme le sculpteur. Non, vous allez subir le jugement dans l'au-delà. C'est du vivant qu'il faut se corriger. Et c'est pour ça que le Daomé se dit, bon, à quoi ça sert? Il est déjà dans la main. Oui, justement, vous le dites, hein, si il y a un jugement à subir dans l'au-delà, celui-là, l'âme qui est partie, quelle est cette puissance qu'elle a encore à agir sur les vivants? Pourquoi avoir peur de dire, bon voilà, tu as été si, maintenant que je l'ai dit, je te pardonne, tu peux t'en aller avec. Non, mon frère, excusez-moi, il y a des êtres, je ne vous souhaite pas de les dénigrer quand ils sont morts. Excusez-moi, vous n'allez plus dormir. Quel que soit ce qu'ils ont été. Oui, vous n'allez plus dormir, je vous le confirme, vous n'allez plus dormir. D'accord. Je vais poser la question à notre sociologue au téléphone, Dr Aimé Tchefa. Vous pensez, comme l'a dit M. Amoussa Rahimi, que quel que soit ce que la personne a été, qu'il ne faut jamais dire ces vérités-là? Mais c'est clair, je vous ai déjà dit que loin d'être un code social, c'est un fait social. Si vous êtes né dans une société, cela fait partie des valeurs qu'on vous transmet. Et lorsque quelqu'un meurt, ce n'est plus l'occasion de faire un procès avec lui. Regardez simplement deux combattants. Quand ils sont en train de combattre sur le ring, d'accord, et que l'un arrivait à recevoir un coup irrégulier et tombait, c'est l'autre qui court d'abord, son adversaire qui court d'abord le secourir, et si on lui apporte les soins nécessaires et il se rétablissait, le combat continue. Et ça relève de l'élégance sociale. Dites-moi, c'est lorsque quelqu'un meurt qu'il est utile de lui faire un procès de ce qu'il a fait de bien, de ce qu'il a fait de mal, alors que tout être humain fait forcément du bien et du mal. Lorsque quelqu'un meurt, j'entendais quelqu'un qui dit que ça n'a rien à voir avec la peur. Bien entendu, ça a quelque chose à voir avec la peur. Bien entendu, ça a quelque chose à voir avec la peur. Si on vient à la cérémonie d'inhumation de quelqu'un, et vous vous levez, vous commencez par déblatérer, par raconter tout ce qu'il a fait de mal, il n'a rien fait de bon. Peut-être pour vous, il n'a rien fait de bon. Et que pour d'autres personnes, il a fait des choses bien. Donc, votre jugement ne serait en rien objectif. Ce serait purement subjectif parce que vous tenez compte de vous et non de tout le monde. Or, il est dit dans notre culture que le jugement revient à Dieu et non aux humains.
Il est dit dans notre culture que la vengeance revient à Dieu et non aux humains. Donc, l'occasion que génère le décès d'un être humain, aimé ou non, est une occasion de communion. La culture fait, pour me positionner dans celle-là, par exemple, dit qui ont coucou à ton corps. Même des gens qui ne se saluaient pas, même des gens qui se sont vus il y a plus d'une cinquantaine d'années, ont l'opportunité de se revoir et de se saluer. Et de se saluer, de s'embrasser. Oui, effectivement. Des conflits. Lors de la cérémonie d'inhumation d'un être humain commun, moi je connais des frères qui étaient ennemis, qui ne s'étaient plus adressé la parole pendant 20 ans. Et à l'occasion du décès de leur papa, ils se sont embrassés publiquement devant tout le monde. Parce que cela faisait même partie des conditions à remplir pour pouvoir prendre simplement part aux réunions préparatives de l'inhumation de leur papa. Et pour en venir aux syndicalistes dont vous parlez, permettez-moi de finir, je n'appellerai le nom d'une personne. D'accord. Il est où aujourd'hui? Vous le savez bien là où il est. Vous le savez bien. Alors, c'est pour vous dire que quand vous prenez le risque de violer sa constitution, quand vous prenez le risque de transcender, de bafouer ces lois-là, parce que le simple fait est que tel général ou tel président ou telle personne vous aurait jeté en prison, justement ou injustement, le simple fait pour vous de garder votre bouche, de ruminer votre vengeance en vous-même et de le confier à Dieu pourrait suffire à mieux régler le problème sans que votre karma ne soit souillé. D'accord. Ce n'est pas vous qui lui avez donné la vie. Ce n'est donc pas à vous de vous réjouir quand le Créateur qui lui a donné la lui a retiré. D'accord. D'accord, très bien. Nous allons rapidement, avant de revenir à vous, lire quelques messages des internautes. Jennifer? Oui, nous avons un message de Mémé Bouriana Dagia qui dit « À titre posthume, les hommages sont à plusieurs facettes selon le rang social du défunt ou de la défunte. Des actes de bienveillance, de solidarité dans son milieu naturel de vie, famille, service spirituel et autour de soi, de son vivant, les hommages sont à faire dans le respect de la dignité humaine. Par contre, cela peut s'apparenter à de l'hypocrisie lorsque durant toute la vie de l'intéressé, vous l'avez combattu, humilié, vilipendé et vous apprenez sa mort et vous venez rendre des hommages en faisant des éloges à n'en point finir. C'est un aspect sur lequel nous allons revenir tout à l'heure. Et puis, elle dit dans un autre message, ceci, c'est du leurre, du trompe-l'œil, un autre cas, un APE qui mérite respect et considération pour les bons et loyaux services rendus à l'État mérite d'être décoré et on ne bouge pas le petit pouce. Il ou elle meurt et on se précipite pour le décorer à titre posthume. Pour moi, c'est de l'hypocrisie parce qu'il n'aura rien senti. C'est du m'as-tu vu pur et simple. En tout cas, Dieu est aux commandes et il veille sur tout. Et un autre message de Toussaint Sagofanou qui nous dit « Franchement, je ne sais plus quel mot placer après un commentaire aussi éloquent et englobant. Je veux juste supplier les vivants à profiter de nos anniversaires de naissance et d'autres événements heureux pour nous faire plaisir de notre vivant, même symboliquement plutôt que d'attendre le trépas pour nous couvrir d'éloges inutiles. Ces morts par-ci, par-là devraient nous servir de leçon. » Et puis, pour finir, Dorcas Kodia dit ceci, « Aimons-nous vivants ». Voilà, c'est ce qu'elle écrit. Et Monsieur Amoussa Raimi, il y a un pan du message de Mémé Bouriana Dagia qui relève que durant la vie du défunt, vous avez passé vous aussi votre temps à le combattre, mais voilà qu'il décède et puis c'est à sa mort que vous lui trouvez des qualités. Est-ce que là, ce n'est pas de l'hypocrisie aussi? Au-delà de l'hypocrisie, c'est de l'autocensure. C'est-à-dire vous vous tuez davantage parce que vous avez développé une haine. Et tout le monde sait que vous avez passé votre temps à le combattre. Tout sentiment déjà de combat, simple.
génère de l'énergie potentielle. C'est ça que chacun de nous doit savoir. Tout ce sur quoi vous concentrez votre énergie permanemment finit par créer un être. Un être qui est à la ressemblance même des attributs de l'énergie. Vous verrez que les sentiments négatifs créent ce que nous appelons les démons. Vous croyez que les démons naissent d'où? Parfois, c'est nous, les hommes, à travers nos sentiments négatifs, qui créons ces démons-là. Ah bon? Oui, s'il vous plaît, je suis bien placé pour le dire, toute énergie négative, répétée, cycliquement, finit par générer un être. C'est ainsi que vous avez, par exemple, aujourd'hui, l'Église catholique a un égrégore hyper puissant de défense de ses membres, comme l'énergie de la religion musulmane. Vous voyez, tous les jours, les gens prient 5 fois par jour. Mais c'est ça qui fait la force de ces grandes religions. Maintenant, vous appartenez peut-être à un club de bandits et de gens qui font du mal. Mais quand vous développez des énergies négatives, vous n'irez que dans des zones de ces gens-là. Et tôt ou tard, vous allez générer cet être-là. Et voilà que ce jour-là, vous permettez de dire le contraire de ce que vous avez généré. Cet être va vous combattre par vengeance d'abord. Du fait que vous l'avez renié en public maintenant. D'accord. Monsieur Rahimi, lorsqu'on prend un cas où le défunt est le bourreau et qu'il décède sa victime qui en a assez subi, est-ce qu'il doit faire semblant de l'aimer? Est-ce qu'il doit essayer de garder ce ressentiment sous prétexte de ne pas être combattu? Le sociologue a dit tout à l'heure, il faut s'en remettre à la providence divine. Est-ce que cela est réaliste? S'il vous plaît, remarquez, celui qui développe des sentiments négatifs envers ses prochains est un être potentiellement en devenir négatif. Quand il meurt, sa puissance se quadruple, je ne sais pas comment je vais vous dire, vu qu'il s'associe avec d'autres qui sont comme ça avec lui. Et c'est vous, l'être unique là, qui est en danger plutôt. Parce que, qu'est-ce qui prouve que vous avez la force, comment on dit, de protection dans le monde onirique, puisque c'est dans ce monde qu'il va être puissant. D'accord. Mais il peut vous détruire, s'il vous plaît. C'est-à-dire, vous envoyez des visions négatives, des cauchemars. Mais excusez-moi, il y en a des gens, vous les voyez, comment vous appelez, Jaco ou Sichiatri, là. C'est simplement parce qu'ils voient des choses, ils n'arrivent pas à dominer ça dans le monde des rêves. Excusez-moi, pareille personne est un danger pour la personne qui est encore vivante. Si cette personne n'a pas une force mentale, une force spirituelle qu'il faut. Et excusez-moi, si on ne sait pas faire, cette tête qui est encore vivante n'a pas de longue durée. Cette personne aussi risque de mourir. C'est pour ça que nos parents prennent des précautions. Quand il n'y a pas la paix avant que quelqu'un ne meure, la personne qui meurt, qui est hyper négative, qui vous en veut, vous entraîne à mourir après. Par soit des accidents inexplicables, des maladies inexplicables. Je vous en prie, ne vous amusez pas avec ce monde-là. D'accord. Mais on apprend qu'il y a certains corps de métier, lorsque vous les exercez et que vous rendez l'âme, peut-être on ne vous fait pas coucher sur le dos, on vous fait coucher la face contre le sol, ou il y a parfois, si vous êtes un prisonnier et que vous n'avez pas fini de purger votre peine, eh bien on enchaîne le cercueil ou bien même la tombe. Est-ce que là, ce n'est pas des expressions pour montrer que oui, vous n'avez pas fini de purger votre peine et puis on vous accompagne dans cette punition-là? Je vous en prie, tout ce qui est symbole extérieur ne signifie pas à 100% la vérité de la conscience. D'accord. On peut être prisonnier, d'autres peuvent vous juger négatif en tant que prisonnier alors que vous avez fait un travail intérieur en prison. Okay. Pourquoi ces lieux souvent vous permettent d'évoluer, s'il vous plaît. D'accord. Mais si vous sortez de ces lieux, vous êtes encore négatif, c'est que vous avez un problème. D'accord. Très bien. Monsieur Dossou-Yovo, qu'est-ce que vous avez à dire? Nous sommes pratiquement à la fin de ce débat. Est-ce qu'il faut continuer à rester dans l'hypocrisie ou bien il faut s'abstenir même si l'on a été négativement marqué par le défunt? Bon, d'abord, moi, je voudrais donner un autre pan de l'explication du maître. D'accord. Ce n'est pas si on vient, peut-être la personne est décédée, on vient faire un hommage, même si vous avez eu le temps de le combattre, ce n'est pas forcément de l'hypocrisie. Parfois, il y a de la vérité dedans quand on vient faire un hommage de la personne. Je suppose que vous êtes à une position qui... Non, je suppose que la personne, le défunt, est à une position qui vous empêche d'avoir ce que vous aimeriez avoir.
Et vous avez pris tout le temps de le connaître, alors que vous savez très bien qu'il est juste dans ce qu'il est en train de faire. Mais s'il meurt, c'est-à-dire vous êtes obligé de venir lui dire, mais vraiment, je sais que je l'ai combattu, vous le dites intérieurement, mais celui-là, c'est un bon homme. Vous voyez? Donc, ce n'est pas totalement à tout moment de l'hypocrisie. L'hypocrisie, même, ce n'est même pas lors de l'enterrement. C'est depuis quand la personne existe et vivait. Puisque au moment où vous devrez lui dire non, ça là, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Non, ça là, ce que tu fais, c'est bon. Vous avez laissé. Et c'est au moment où la personne décède que vous venez faire. Moi, je crois que... C'est là que réside l'hypocrisie selon vous. D'accord, merci beaucoup. Docteur Aimé Cheffa, les hommages élogieux, hommages que l'on rend à un défunt, est-ce que finalement ce n'est pas pour les beaux yeux de ses parents plutôt que pour lui-même? Est-ce que cela a une portée? Est-ce que cela peut l'absoudre de ses péchés et lui ouvrir grandement les portes du paradis? Votre question, telle que vous la formulez, me rappelle le sujet de philosophie de mon bac. Le culte que nous voyons aux morts, est-ce illusion ou humanité? Et on peut répondre dans la synthèse que c'est une illusion recommandée par l'humanité et qui joue un rôle important. Chaque être humain que vous voyez, de son vivant, Dieu seul connaît sa vie et lui seul connaît sa vie. Alors quand il doit faire ce dernier voyage, selon sa croyance, selon son testament et selon les orientations qu'il a laissées depuis son vivant, il est connecté à quelque esprit que ce soit. Et c'est seulement lorsque les cérémonies sont faites que cette connexion devient effective jusqu'à ce qu'il se retrouve dans le champ où il doit se retrouver normalement. C'est pour ça que vous allez voir dans des régions données ou dans des familles données, lorsqu'il y a décès et que le défunt n'est pas encore inhumé, les soirs, il y a ce qu'on appelle l'errance de son âme. Vous allez entendre, on a vu dans tel pays, vous allez sentir parfois qu'il y a quelqu'un qui pleure, ou quelqu'un qui fait un procès à telle ou telle personne, ou quelqu'un qui veut commettre un acte auquel il n'a pas le droit, et subitement c'est son père défunt qui n'est pas encore inhumé, qu'il voit le lire interdit, ou il entend sa voix dans son sommeil, beaucoup de choses comme ça. Mais lorsque tout est fait, l'intéressé rejoint normalement l'au-delà. Et il peut arriver que parfois un défunt lui-même, par un processus thanatologique, demande qu'on lui rende hommage avant de l'inhumer. C'est aussi effectif lorsque nous nous positionnons dans quelques dimensions qui ont tout un sens avec le divin dans nos cultures en Afrique. Donc, ce ne sont pas des faits souchés dans le hasard, isolés, dont il ne faut pas tenir compte dans le processus d'inhumation d'un être humain. Et je vous l'ai dit, j'emprunte une phrase de Maître Rémi Abouchra qui dit que dans ce processus, il n'y a plus d'hypocrisie. Il n'y a plus d'hypocrisie. Il y a des gens qui appartiennent peut-être à des écoles ésotériques ou à des églises ou à des ordres particuliers et qui demandent, dès que je vais mourir, voici comment je veux que vous m'illumiez. Alors, vous qui êtes vivant et qui avez accepté pendant qu'il disait, il meurt et vous avez dit non, je ne ferai pas. Ça a tout un sens. Et j'ai plein d'anecdotes à vous raconter là-dessus, malheureusement, on n'a pas le temps. Oui. Vous savez, il y a un monsieur qui a instruit sa fille. Très rapidement. De laisser la chambre qu'il occupe. Il a instruit sa fille aînée de laisser la chambre qu'il occupe de son vivant à sa Benjamin. Il n'a pas dit les raisons, mais c'est ce qu'il a dit. Il est mort, sa fille aînée n'a pas laissé la chambre à la Benjamin. Elle a parqué les effets du vieux là et a fermé pendant 5 ans. Mais après, elle a été sérieusement malade. Ils ont couru partout et il est revenu comme quoi ton papa a laissé une instruction que tu n'as pas respectée. Et quelle a été l'instruction en fait?
c'était ça, telle chambre que j'ai occupée de mon vivant doit revenir à votre sœur Benjamin. Et au fond aussi, cette Benjamin, le monsieur a fait sa reconnaissance très tardivement parce qu'il a eu à un moment où il y avait quelques problèmes avec la femme qui est à la maison. Donc pour lui, laisser cette chambre-là, cette fille-là, est une sorte de reconnaissance pour que moralement et psychologiquement, elle soit équilibrée. Okay. Et le vœu a été exaucé avant que cette grande sœur aînée ne se sente bien. Elle était même gravement malade à l'été. D'accord. Donc ce sont des choses avec lesquelles il ne faut pas blaguer. Très il faut mieux ne pas avoir de contentieux avec un débat. Ah, c'est d'accord. beaucoup plus recommandable. Il faut chercher à faire la paix avant son départ. Mais voilà qu'on ne peut pas pressentir le départ de quelqu'un et courir et aller lui faire la paix avec lui. Donc, il faut, comme quelqu'un, Dorcas Kodiala l'a dit, aimons-nous, vivants tout simplement. Et il faut retenir aussi que les hommages à titre posthume ne sont pas que pour les beaux yeux des parents du défunt. Pas forcément. Voilà. Merci beaucoup, Dr Aimé Tchefa. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Oui. Alors, nous sommes pratiquement à la fin, Monsieur Amoussa Raimi. Beaucoup de choses ont été dites. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire pour finir? Moi, je préfère que nous fassions très attention avant d'aborder des poèmes d'hommage à titre posthume. D'accord. Parce que on ne peut pas être mauvais pour tout un quartier. Un DG ne peut pas être mauvais pour toute sa société. Un père n'est jamais mauvais pour tous ses enfants. C'est faux. Sauvons-nous, nous qui sommes vivants, parce que les morts vont juger les morts. Mais il y a un problème. Il y a des morts qui ont tellement dit des choses hyper graves avant de mourir que ça perturbe souvent dans le futur. Il faut vite prendre des précautions comme ça. Quelle chose par exemple? Vous voyez, ma soeur, si tout de suite vous devenez chef d'État et que vous dites des paroles négatives et vous mourrez après, ça va agir sur la nation. Parce que le titre que vous portez vous confère une énergie potentielle sacralisée de tous les anciens chefs d'État. Et voilà que vous l'avez utilisé pour pervertir. On ne retire pas l'énergie qu'on a générée. Ça doit finir de travailler. C'est pour ça que l'initié, on lui dit, au pire des cas, tais-toi. Et c'est là la loi du pardon. L'idéal, c'est de pardonner tout mort. D'accord. Pour que les vivants ne subissent pas Très bien. cette déchéance énergétique. D'accord. Merci beaucoup. Merci, c'est la fin de cette émission. Et mesdames et messieurs, j'espère que vous avez retenu beaucoup de choses, hein, même dans l'au-delà, même mort. Les morts ne sont pas morts. Un peu comme l'a dit Birago Diop, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans le feu qui brûle, ils sont dans l'air qui souffle, dans le vent qui souffle. Et voilà un peu de tout ça. Faisons donc attention. Et bon, on apprend qu'il faut ruminer ces récriminations, même si on a dit par rapport au comportement d'un défunt. Merci beaucoup, chers invités, de nous avoir partagé ces réflexions sur la thématique du jour. Nous allons faire rapidement une pause et vous raccompagner. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions. Bénin, miroir de l'Afrique, venez visiter mon beau pays, le Bénin, tout simplement. Tout simplement. Alors, nous allons passer à UC Coutume très rapidement et nous allons en milieu Yoruba pour découvrir, n'est-ce pas, une réalité culturelle de ce milieu. Voilà, la royauté chez les Yoruba, ce qu'il en est concrètement, c'est de ça que nous allons parler dans UC Coutume. Notre
Notre berceau, c'est Ile-Ife. L'histoire de Yoruba commence par là. Oduduwa a quitté la Mecque parce qu'il ne voulait pas de l'islam et passé par l'Éthiopie, le Soudan et est allé quelque part où on dit il est fait, et qu'on appelle aujourd'hui il est fait. Vous savez qu'en pays Yoruba, il y a 7 grands royaumes. Un roi qui arrive à son gouvernement. Et ceux qui travaillent pour l'élection d'un nouveau roi, et on les appelle Afobadje, dans le milieu Yoruba, les faiseurs du roi. Et quand il arrive, il a une organisation. Il a son premier ministre, ministre du commerce, ministre de la guerre, etc. Là où il n'y a pas une organisation rigoureuse, la succession pose problème. Donc là où c'est bien organisé, on sait que c'est le tour de telle dynastie, voyez-vous, de tel lié royal, de telle famille royale. Alors quand c'est le tour d'une autre famille royale, c'est votre tour. Et c'est cette liée royale qui consulte, qui dégage le candidat à introniser. Et il va subir le rituel, les grandes étapes que l'aïeul avait, voyez-vous, avait suivi avant de monter au trône. C'est lui qui décide, parce que le terme majesté en Yoruba, Kabi ici, Kabi aussi. C'est lui qui nous rend compte de ces actes à personne, voyez-vous. Mais le roi quand même, Igba Keji Orisha, on dit, après la divinité, c'est lui. Donc il a tout pouvoir. Le roi aussi, bien qu'étant le chef suprême, il ne peut pas faire tout ce qu'il a envie de faire. Il faut respecter, j'aime bien dire, les coutumes, les us et coutumes, les règles, les usages. S'il y a des choses qu'on ne fait pas au fait, ça arrive dans l'histoire. On bannit certains liés pour faire à poser des actes qu'on ne doit pas poser selon les us et coutumes. Voilà. Vous venez d'en apprendre beaucoup sur ces us et coutumes en milieu Yoruba. Oui, sur la royauté plus précisément. Tout à fait. Nous disons merci au professeur Bada. Et à Fulgence Yarontondi oui, qui a réalisé l'élément. Bien sûr. Nous allons à présent aller découvrir un prénom. Et c'est un prénom d'une aire culturelle de l'Atakora, si je ne me trompe. Tout à fait, de l'aile culturelle Otamari. D'accord. Prénom africain. Et oui, il nous vient de cette ère culturelle, c'est un journaliste à l'ORTB, et puis il officie sur Radio Bénin Alafia. Il est là, il est ressortissant de l'aire culturelle Otamari, justement. Exact. Bonjour Noël. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Voilà. J'espère que vous le reconnaissez. Son identité ne trompe personne. Alors, déjà, avant de parler du prénom du jour, je voudrais que vous nous aidiez à faire une différence entre... on entend souvent Otamari, on entend Ditamari, on entend Betamaribé. C'est quoi la différence entre ces trois appellations? Voilà, Otamari, c'est l'individu qui parle d'Itamari. Et quand ils sont nombreux, oui, c'est Betamaribé. D'accord. Et le milieu de vie, c'est Kutamariku. D'accord. Ah, Kutamariku. Oui. Ah oui. Donc on dirait Otamari avec ses frères Betamaribé, parle d'Itamari à Kutamariku. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, vous nous faites découvrir quel prénom? Aujourd'hui, nous allons parler d'un prénom, disons, Kwagu. Kwagu qui est un prénom d'ordre de naissance en milieu Otamari. D'accord. Et à quelle position se situent les Kwagu? Les Kwagu se situent en 3e position après Mpo Ncha. D'accord. Donc il faut forcément que ce soit un 3e enfant
qu'il soit en 3e position. On ne peut pas prénommer son aîné Kouagou, par exemple? Il peut arriver qu'on le prénomme Kouagou. Dans quel cas alors? Dans le cas où, puisque les noms des enfants sont donnés en fonction de la mère et non du père. D'accord. Puisque un parent dans une société polygamique, un parent peut avoir 3 femmes. Bien sûr. Chaque femme peut avoir son po, son tcha, son Kouagou et ainsi de suite. Mais ça ne commence pas par là. D'accord. On commence depuis votre mère, la mère de la femme. Donc si votre maman, vous en tant qu'épouse, avait fait déjà un pot, un tcha, et s'est arrêté là, côté des garçons, et vous faites votre pot ne va pas prendre le nom pot, mais plutôt Kouagou. Ok, parce que vous, c'est comme... Vous perpétuez la lignée. Exactement. Oui. Ok, d'accord. Vous avez noué la nouvelle corde à l'ancienne. À l'ancienne. Ok. Et quand vous allez finir, si vous finissez le nombre de noms, là, cela peut reprendre. Votre fille pourra maintenant, chacune de votre filles pourra commencer par un pot. D'accord. Et ainsi de suite. Ok, mais est-ce que Kouagou, c'est un prénom, ça peut être un prénom mixte par exemple? C'est-à-dire autant pour l'homme que la femme? Non. Chez nous, ces prénoms d'ordre de naissance sont classés chez les hommes et chez les femmes. Il n'y a que 2 qui peuvent être mixtes. C'est Yédé et Yédonte. Puisque quand on fait 5, donc chez les hommes, on aurait un Poncha Kouagou, un Kouinda Nata, on a fini les 5. S'il y a un 6e, il prend le nom de Yédé, qui signifie les noms sont terminés. Et si un 7e vient, Yédonte. Ces 2 sont mixtes alors. Ça, c'est très intéressant. Les noms manquaient quoi. Mais c'est bizarre. Hein. Je connais de grandes personnes. De Yédonte? Non, bon, Yédonte, on en connaît, mais je veux parler de Yédé. Oui, une de nos concerts en tout cas. Yédé, ben, c'est le patronyme de grandes personnes à Abomey. Comment se fait-il que vous vous retrouviez Je m'étonne que Yédé se retrouve en milieu au Tamari. Oui, c'est pas la même signification. Mais également, il arrive que le prénom Kouagou soit plutôt patronyme quelque part. Oui, ça c'est vrai. Et il faut dire que ça a été une erreur. Ah bon? Oui, les prénoms Poncha Kouagou, maintenant... Vous êtes Ncha, par exemple. Alors que ce n'est pas... Ncha, c'est un prénom. Oui, mais votre prénom, c'est Noël. On vous connaît en tant que Noël. Mon prénom... Oui, c'est lequel? Dans la communauté, c'est Kouagou. Donc vous êtes 3e. D'accord. Mais ça fait que quand les premiers sages-femmes ou infirmiers accoucheurs sont venus, et quand on demande le nom de famille, on demande le nom de ton papa. Et on donne le prénom du papa. D'accord. Et c'est comme ça que ces prénoms sont devenus des noms de famille. Vous allez voir qu'il y a plusieurs Ncha, mais qui ne se connaissent pas, qui n'ont aucun rapport. Plusieurs Kouagou, plusieurs Po, qui n'ont aucun rapport. Donc, normalement, c'est des prénoms, mais par erreur, ça a été transformé en des noms de famille, en patronyme. Mais un peu comme l'Enkoué. Voilà, l'Enkoué, l'Encha, etc. Qu'est-ce qui caractérise les Kouagou? Les Kouagou, disons que je veux partir d'une anecdote. Qu'est-ce qui vous caractérise? Puisque vous êtes livré, qu'est-ce qui vous caractérise, vous les Kouagou? Bon, les Kouagou aiment travailler sous pression. Sous pression. Oui. C'est bien vrai. Quand on leur donne tout le temps, ils prennent aussi le temps. Mais quand il y a la pression, ils vous donnent le résultat. Vous n'avez pas à vous inquiéter quand vous les mettez sous pression. Ils ne craquent pas, ils vont vous donner le résultat. Mais si vous leur donnez le temps pour peu de choses aussi, ils vont traîner. D'accord, donc désormais, il faut mettre la pression à tous les Kouagou. Si vous connaissez. C'est vrai. J'ai envie de dire que c'est quelque chose qui est propre aux 3e enfants. Vous reconnaissez. Si j'étais en milieu au Tamari, je serais aussi un Kouagou. Merci beaucoup. Il y a un adage qui dit chez nous que
Quand ça ne chauffe pas, Kouagou dit qu'il ne peut pas. Ah. Dès que ça chauffe là, non, il dépasse tout le monde. Ah oui, ça c'est vrai. Merci beaucoup. Les Kouagou, ils font tellement confiance en eux. Il n'y a pas cette situation qui les effraie. Donc, ils pensent relever le défi à tout moment. Quand on dit c'est compliqué, Kouagou estime que lui peut toujours trouver la formule. Ah, ça. Et réellement, quand on le laisse là, il trouve la formule, il s'en sort toujours. Ah oui. On peut ne pas le craindre pour dire là où il est arrivé, il ne va plus s'en sortir, c'est pas Kouagou. Ah, ça. Si c'est Kouagou, il va toujours se relever et s'en sortir. Merci Noël Kouagou Ncha. Allez, on va passer à la capture du jour. La capture de ce jour, nous sommes samedi. Et bien sûr, vous avez une idée de quoi manger aujourd'hui? Bon, si vous n'en avez pas l'idée totalement, elle est là. Oui, et nous allons parler des plats de mai. Et aujourd'hui, nous allons plutôt découvrir un message téléphonique. Qui donne à réfléchir. Ok, d'accord. Je pensais que vous auriez présenté... Bon, on voit le message déjà, hein? Bon. Salut, bro. Oui, s'il te plaît, je veux déjà mon argent que je t'avais prêté. Celui qui a reçu le message lui demande, tu veux faire quoi avec? Dis donc. Mais il est culotté là. On se demande ce qui se passe. Attendez. Je te fais un prêt. Kouagou, vous me faites un prêt, d'accord, et vous me le réclamez. Je vous demande qu'est-ce que vous voulez faire avec. C'est un mauvais payeur. C'est un mauvais payeur. Celui-là, il n'a pas envie de rembourser. Mais bon, quelque part, peut-être qu'il veut vous aider à réaliser quelque chose avec ce prêt qu'il va vous rembourser. C'est mon argent que je vous ai prêté, vous me le rendez. Oui, je suppose... Vous n'avez pas à me demander pourquoi je veux mon argent. Je suppose que vous voulez gaspiller cet argent. Hein? Vous voulez... Si vous gaspillez si tard, vous n'aurez pas eu vraiment. Non, je comprends la situation dans laquelle vous êtes. C'est peut-être, je ne sais pas, pour faire plaisir à quelqu'un qui est en train de vous déranger, mais vous estimez que non. Comme il vous a dérangé. Vous estimez que non, ce n'est pas le moment de lui remettre ces sous-là. Ou bien vous avez l'habitude d'aller boire et il vous a vu en compagnie de certains amis qui ne sont pas à recommander. Donc du coup, quand vous l'appelez, vous lui demandez, vous lui rappelez. Dans tous les cas, il ne peut pas demander. Il peut s'imaginer, il peut se dire, bon, ce gars-là, si je lui remets ses sous maintenant, il va boire avec. Non, ce sont ses sous. Alors qu'il a sa scolarité à payer. C'est au prêteur de demander à celui qui veut emprunter, qu'est-ce que tu veux faire avec mon argent? Non, là non plus. Il n'a le droit, si tu veux lui prêter, tu lui prêtes. Et puis ça s'arrête là, il va te rembourser. Tu veux faire quoi avec? Si ton problème n'est pas urgent, je te prête pas mon argent. Mais si c'est cela, il va te mentir. Il ne va pas te dire la vérité. Il va te servir quelque chose qui va te faire fléchir pour que tu aies pitié et de la compassion. Pourvu qu'en son temps, il paie sans demander pourquoi. Non, quand il m'a pour prêter, pour emprunter, après il aura des difficultés pour rembourser. C'est ça. Il sera obligé de dire qu'est-ce que tu veux faire avec Ah oui, c'est ça. En tout cas, vous empruntez de l'argent et puis rembourser sans demander qu'est-ce que tu veux faire avec. C'est son argent. Oui. Le propriétaire de la chèvre ne peut pas vous dire remettez-moi ma chèvre et puis vous allez dire non, elle est en état. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Noël. Kouagou Ncha, ça rime bien là. Noël Kouagou Ncha. Je sens que Rock a adopté le prénom Kouagou. C'est fini. Ça, je vous le promets. Allez, Jennifer, c'est un moment de passer à... Instant écho. Instant écho. Oui,
Oui, en instant éco, aujourd'hui, vous voulez nous parler de l'ananas. De l'ananas. Et qui est une plante pantropicale résistante à la sécheresse. L'ananas peut se cultiver sur des régimes pluviométriques allant de 600 à 4000 mm par an. Pour une bonne pluviosité, elle est indispensable et a de bons rendements. Alors, l'ananas exige des sols légers, poreux, drainant bien, et la perméabilité du sol est la principale caractéristique recherchée. Chez nous, au Bénin, du point de vue agronomique, le pays bénéficie d'un climat tropical chaud et humide avec une moyenne de température comprise entre 22 et 24 degrés et un taux d'humidité entre 65 et 95%, ce qui est favorable à la production de ce fruit. Les volumes de production sont actuellement, en tout cas, de l'ordre de 400 000 tonnes par an et les zones de production de l'ananas sont localisées dans la zone sud du pays où les niveaux de pluviométrie sont les plus importants et notamment dans les départements de l'Atlantique, de l'Ouémé, du Plateau, du Mono et du Koufo. En ce qui concerne le département de l'Atlantique, il s'agit du premier producteur et 9 premiers producteurs sont Abomey Calavi, Aladak, Pomancé, Ouida, Tofo, Tori et Zé. On estime, Roch, que 10 000 personnes sont impliquées dans la production de l'ananas et à peu près 100 000 personnes directement ou indirectement impliquées dans la filière. Là, ça englobe tout ce qui est production, transformation et transport. L'ananas est destiné à plus de 95% plutôt à la vente et fait de plus en plus l'objet de transformation par certains groupements de femmes en jus d'ananas. Vous en avez certainement goûté. Hein, Bien sûr, je suis sûre. J'en raffole. Voilà. Et pour maîtriser tout ce processus, le ministère béninois de l'Agriculture et de l'Élevage et de la Pêche a mis en place d'ailleurs sur pied une plateforme des acteurs de la filière ananas. Cette plateforme regroupe les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les instituts de recherche et les financiers. Le but étant d'augmenter la production et la qualité, d'améliorer la commercialisation des fruits frais, mais aussi des produits dérivés sur les marchés régionaux et internationaux. Absolument. Et l'ananas béninois est très prisé au plan international, surtout la variété pain de sucre. Tout à fait. Franchement, c'est très succulent et franchement magnifique. Merci donc à vous, Jennifer. Mais vous savez, il y a une question que je me pose souvent. Je vais peut-être pousser ma curiosité pour aller voir. Je me demande comment on arrive à sarcler un champ d'ananas. Lorsque vous voyez les branches, les nervures comme ça. J'avoue que mes recherches ne sont pas allées dans ce sens. Vous vous mettez là, ça va vous déchirer la peau. Et vous serez blessé. Je pense plutôt que les femmes ou les hommes qui produisent s'habillent en conséquence. En tout cas, je vais me renseigner, je vais descendre dans ces champs-là et voir comment ça. Je sais que ça vous intéresse. Oui, vraiment. C'est une question de curiosité. J'irai découvrir et peut-être vous venir. Avec beaucoup d'ananas, moi, je suis preneur. Alors, merci à la réalisatrice Christelle Sabouran qui nous accompagne aujourd'hui. Avec elle, nous allons redécouvrir le clip Awamen de Wilf Enigma. Oui. Reste une minute. Nagbeat on the mix. It's Enigma. Oh, only good vibes. Me no feature and me. Many boomers so soon as in me. Oh, bongo do you mama me dem. And I wait for no because no de boom maka sorting away. Yeah, I vive see me level a woman. Nous avons gagné dans l'air, Jésus est dans mon dôme. Nous avons gagné dans l'air, à Clounon est dans mon dôme. Nous avons gagné dans l'air, Jésus est dans mon dôme. Nous avons gagné dans l'air, à Clounon est dans mon dôme. On connaît la wama, on connaît la wama, on connaît la wama. À Clounon, on connaît pas, faut me cheater. On connaît la wama. Golera wame, golera wame. A Clounon, golera pas for me cheat. Golera wame, golera wame, golera wame. A Clounon, golera pas for me cheat. Golera wame, golera wame, golera wame. A Clounon, golera pas for me cheat. Hey.
Kafa, et ce sont Nassimba, nous qui koa. Et du Aouchemba, on lève le propre. Je n'ai plus peur, oui, je suis dans le propre. Elle a tellement aimé cette belle chanson qu'elle n'a pas voulu arrêter. On est déjà à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous tout simplement demain pour un autre numéro de Nopinden. Bonne journée à vous. Allez, au revoir et à demain.